De retour sur le plateau de la Tranche Info, place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Et comme je vous l'annonçais avant la coupure pub, ce soir je reçois Marie-Josée Tyrolien, présidente de l'association Racine. Bonsoir. Bonsoir Harold. L'association Racine donc qui organise ce mois-ci la 15e édition du mois de l'Afrique. Cette année, la thématique est ciblée autour du panafricanisme. Vous en parlez régulièrement, notamment par le biais de cette école que vous souhaitez créer, que vous souhaitez mettre sur pied depuis quand même plusieurs années. On sait que les autorités ne sont pas particulièrement emballées à cette idée. Où en est ce dossier? Est-ce que l'école panafricaine pourra voir un jour ici en Guadeloupe? Eh bien, c'est notre souhait le plus cher, mais pour l'instant, nous devons passer différentes étapes. Et la prochaine étape, c'est l'appel à Bordeaux. On n'a toujours pas la date, donc on nous a dit que le dossier est déporté là-bas pour l'appel, et on attend la date de l'appel à Bordeaux. Parce que vous avez dû inster en justice Ah oui, on a insté en justice, parce que sinon on restait là et on nous a refait un refus de non-recevoir. Donc nous, on a fait appel de la décision, comme on en a le droit. Et c'est parti à Bordeaux. Donc à Bordeaux, on attend qu'ils se réveillent et qu'ils nous disent, voilà, c'est telle date pour qu'on puisse entendre le droit de la bouche de ceux qui le disent. Alors si pour certains afro-descendants, il paraît évident qu'il y a une nécessité effectivement d'avoir une école de ce type ici en Guadeloupe, pour le gouvernement français, bon, ça sonne plus ou moins comme une demande visiblement à laquelle on doit répondre par une fin de non-recevoir. Est-ce que vous pensez que tout le monde comprend les enjeux déjà du panafricanisme, puisque l'État français érige le panafricanisme un peu comme une espèce de bête noire, quelque chose à éviter, une idéologie visiblement qui pourrait lui porter préjudice? Qu'est-ce que le panafricanisme concrètement pour nos téléspectateurs? Alors le panafricanisme, comme c'est une notion qui est assez diversement appréciée, on a tenu à faire un mois de l'Afrique autour du panafricanisme avec des spécialistes, un historien du panafricanisme qui viendra en parler, nous refaire l'historique et nous expliquer vraiment ce que c'est. Donc, je peux en donner une petite définition, mais vraiment, j'invite tous ceux qui sont intéressés par le sujet à venir aux conférences du mois de l'Afrique parce que ce sera étalé, débattu et expliqué beaucoup mieux que ce que je ne pourrais le faire. Donc, le panafricanisme, en fait, c'est un courant qui dit que le noir, partout où il est, eh bien, il est africain. Quel que soit son lieu de naissance, quel que soit l'endroit où il vit. Comme il y a eu cette grande migration forcée, la déportation des Noirs d'Afrique, donc le Noir, quel que soit l'endroit, en fait, il vient d'Afrique. Et c'est ce retour, cette intégration dans notre grande famille africaine que le panafricanisme prône. Donc il y a un courant, bien sûr, politique qui dit qu'il faut libérer l'Afrique, que l'Afrique a été trop longtemps, est encore trop longtemps dominée par des puissances étrangères qui ne lui sont pas favorables. Il y a aussi un courant intellectuel, il y a un courant culturel. Donc le panafricanisme revêt différentes formes. Nous sommes dans le courant culturel et depuis le début, nous militons pour que les afrodescendants connaissent leur histoire, connaissent leur merveilleuse histoire, pour qu'ils puissent arrêter d'être un peu en dissociation entre leur corps et leur mental. Donc nous, on milite pour que l'histoire soit sue, que la culture soit connue, et pour réconcilier un petit peu l'afrodescendant avec lui-même. Parce que ce qui se passe, c'est qu'en fait, on nous a toujours renvoyé une image négative du noir. Et ça, on le subit. Quel que soit l'endroit où on est, quel que soit l'endroit d'où on vient, le noir, il subit toujours ces stéréotypes. Et ça ne peut pas lui permettre de progresser normalement quand il se regarde et il voit qu'il est noir. Donc, d'un côté, il a un stéréotype négatif. Le noir est ceci, le noir est cela, le noir n'a rien fait, le noir, il est fainéant, n'est ni mauvais, enfin bref. Et de l'autre côté, il voit qu'il est noir. C'est un peu comme les poupées noires, la petite fille qui dit qu'elle préfère la poupée blanche et on lui demande à qui elle ressemble. Est-ce que c'est à la méchante poupée noire? Et elle se rend compte qu'en fait, elle est noire. Donc, c'est un peu ça qui se passe dans le mental, même si on ne l'exprime pas. Et nous, on veut que, par la connaissance de l'histoire, par la connaissance de notre culture, qu'on se dise, quand même, on a une histoire, on a une culture, elle est magnifique. Les Noirs, quand même, sont à la base de l'humanité, et ils ont fait des choses extraordinaires, les pyramides, les sciences, ils ont inventé les mathématiques.
Pourquoi est-ce qu'on ne le sait pas et pourquoi est-ce qu'on nous a menti? Pourquoi est-ce qu'on nous a toujours relégués à l'arrière de l'humanité, en nous disant même qu'on n'a pas d'humanité? Donc c'est ça qu'on essaie de faire pour que chaque être puisse être content d'être ce qu'il est, surtout en face de la vérité historique. Bon, vérité historique, effectivement, qui est à revoir. Enfin, il faut compléter beaucoup les versions qui ont été narrées au fil du temps, puisqu'elles sont très eurocentrées, finalement. Quasiment que eurocentrées, en fait, finalement. Beaucoup de peuples n'ont pas eu leur mot à dire. Donc, on est un peu en train pas de réécrire, mais plutôt de compléter, en tout cas, oui, de compléter, une histoire de s'approprier et de la voir comme elle est. Et ça c'est une révolution, parce qu'on a toujours regardé notre histoire avec le prisme d'autres lunettes que les nôtres, un prisme occidental, et puis en fait, ils n'ont aucun intérêt à nous valoriser ou à nous dire, voilà, mais en fait, c'est vous qui avez tout inventé et nous, on est arrivés derrière. Non, ils n'ont aucun intérêt, et on peut comprendre. Hein. Mais nous, en fait, notre objectif, c'est pas de dénigrer, c'est de se réapproprier l'histoire, de l'apprendre telle qu'elle est, et de pouvoir enfin être plus équilibré, parce que nous, on a appris effectivement que l'histoire de l'Occident. On doit aussi apprendre l'histoire de l'Afrique, pas que l'histoire de la Caraïbe, notre histoire telle qu'elle est, et puis dans un souci, l'histoire de l'humanité en général, qui va nous permettre de voir comment ça s'est passé, d'où on vient, quelle est la place de chacun, et comment l'histoire est en marche. C'est un souci d'équilibre et de vérité, surtout d'équilibrage. Arriver à équilibrer... Ben oui. C'est compliqué, puisqu'on a une des parties qui souhaite ardemment, effectivement, que ça arrive. On a l'autre partie, par contre, qui élude un peu cette question. Ben, en fait, oui, qui freine des quatre fers, parce qu'on nous prête des intentions qui ne sont pas les nôtres, en fait. Je pense que c'est parce que quand on a... J'ai l'impression que quand certains afro-descendants commencent à monter au créneau, justement, j'ai l'impression qu'on essaie de le faire passer pour une nouvelle guerre de race, qu'on essaie de commencer en fait une nouvelle guerre de race contre les Blancs. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, je pense que c'est le problème en fait. Le fait de revendiquer son histoire et de dire bon, c'est bon, j'ai envie d'apprendre mon histoire. Tout de suite, il y a certains certains et en majorité, bon, ceux qui ne sont pas favorables, ils interprètent ça comme un acte de racisme en fait. Alors, apprendre son histoire, c'est raciste. Non. On a appris celle des autres sans trouver que c'était raciste. On peut apprendre la nôtre sans être raciste. Donc, c'est ça, en fait. Et ce rééquilibrage va faire beaucoup de bien à tous ceux qui ont subi pendant très longtemps le fait d'être toujours à la queue, à la traîne, d'être spoliés. Et dans leur mental, d'avoir ce schisme permanent, quoi, je veux dire. C'est faire de la cohérence, remettre tout en cohérence et se permettre aux autres d'être eux-mêmes. C'est ça, en fait. Mais est-ce que dans ce désir de rééquilibrage, il n'y a pas un risque, justement, d'être excessif ? Parce qu'on dit... vous entendez certainement ces discours qui disent finalement la communauté noire est toujours en train de se plaindre, donc ils sont en mode black power, donc tout est black, ils ne veulent que du noir, alors qu'effectivement on est dans un monde qui a évolué, on est dans un monde métissé. Alors, il y a toujours de l'excès, il y aura toujours des gens qui seront excessifs, ça on peut pas l'empêcher. Parce que que ce soit dans le panafricanisme ou dans d'autres idéologies. Oui, il y a toujours les extrêmes, il y a toujours les gens qui découvrent à la fin et qui sont choqués, bouleversés et qui font en excès. Ça, c'est un fait qu'on ne peut pas ignorer et qui est même naturel, en fait. Parce que quand on se rend compte qu'on a été privé pendant très longtemps de quelque chose, de tout ce qui s'est passé, quelquefois, on réagit violemment. Ça, c'est un fait. De manière générale, les gens ne sont pas comme ça c'est des extrémistes, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils sont une frange minoritaire de la population. De manière générale, les gens sont très contents quand ils arrivent à découvrir un petit peu leur histoire, surtout quand on la leur apprend de manière naturelle. L'idée de l'école panafricaine, c'était d'apprendre aux enfants depuis tout petit, naturellement, l'histoire, quelle qu'elle soit. L'histoire d'Afrique, Caraïbes, occidentale, d'apprendre l'histoire. Et en fait, les enfants, ils sont très intelligents et ils ont un esprit qui est très ouvert. En fait, le fait de voir, de comprendre cette histoire naturellement, ils grandissent sans haine, sans complexe,
Parce que ils apprennent ça, et puis ils voient que tous les peuples sont égaux. Je veux dire, on n'est pas supérieur aux autres, même si on a démarré l'humanité, on garde quand même la prééminence, mais de par notre nature. C'est pour ça peut-être qu'on est prééminent, parce qu'on n'a pas de revanche. On n'est pas un peuple revanchard. On est pas dans la revanche, mais un peu dans la revendication, par contre. Dans l'affirmation. On est dans la revendication parce qu'on nous a spoliés pendant longtemps. Mais ce n'est pas vraiment de la revendication, c'est juste de l'apprentissage. On apprend notre histoire. Et quand on l'apprend de manière apaisée, eh bien, on arrive à communiquer beaucoup plus facilement avec les autres. Vous pensez qu'il y a une certaine fierté aussi ? Mais bien sûr, parce que quand on nous a dénié pendant longtemps une histoire qui est la nôtre, forcément, quand on se rend compte que, mais franchement, elle est belle, franchement, on ne savait pas, il y a une certaine fierté naturelle. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est un mot de Césaire que j'aime beaucoup, il dit, plus je serai nègre, plus je serai universel. C'est en approfondissant notre histoire qu'on sera beaucoup plus apaisé avec les autres et qu'on pourra évoluer de manière apaisée, tout simplement. Donc, apprendre l'histoire, que ce soit des afrodescendants ou des Européens, il faut apprendre cette histoire pour crever les abcès finalement. Oui, pour crever les abcès et pour apprendre enfin la vérité, pour ne pas se sentir toujours à la marge. Parce qu'en fait, en apprenant... Mais la vérité va être... Ça va être compliqué. Elle sera différente, elle sera vraie. Parce que quand on a un seul aspect des choses, par exemple, nous... On a une vérité, disons qu'on a une version, donc on a une vérité. Voilà, quand on a nous, par exemple, je prends concrètement, on est dans le monde occidental, enfin, dominé culturellement occidentalement. À l'école, nous, on a appris l'histoire de France, Vercingétorix, les fleuves de France et tout ça. On n'a jamais appris, ou très peu, l'histoire de la Guadeloupe, l'histoire des Caraïbes, l'histoire de l'Afrique, le passage de l'Afrique aux Antilles par le biais de l'esclavage. On a essayé d'introduire ça à l'école et ils ont introduit des petits filets au gré de ceux qui des enseignants. Si on a un apprentissage beaucoup plus équilibré, les choses seront très différentes. Les choses seront très différentes. Nous, en fait, quand on a monté l'école panafricaine, on est parti du principe qu'en Guadeloupe, par exemple, il y a une montée de la délinquance. Il y a beaucoup de délinquance, il y a beaucoup d'illettrisme. Les jeunes sont illettrés en 3e, 6e. Il y a beaucoup d'enfants qui ne savent pas lire ou qui lisent, qui annonnent. C'est vrai. Il y en a beaucoup qui se désintéressent du système scolaire. Nous, on pense qu'ils se désintéressent parce que ça ne les intéresse vraiment pas, parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans ce qu'on leur enseigne. Si on enseigne à un enfant son histoire, on lui parle des gens qui ont vécu, des gens qui lui ressemblent, on lui parle des mouvements historiques qui l'interpelle, il sera beaucoup plus intéressé. Il va pouvoir s'identifier, s'intéresser et puis bosser, quoi. Et en fait, nous, on explique ça par ça. Le fait que l'école soit inadaptée au niveau des programmes à nos enfants, ça crée beaucoup de délinquance, beaucoup de gens laissés sur le côté. Alors, on parle beaucoup de panafricanisme d'un point de vue historique, ça c'est pour répondre à des questions sociales, sociétales, mais il y a aussi le panafricanisme économique, puisqu'on dit que les afrodescendants, bon, on blablatent beaucoup, mais en termes économiques, qu'il ne se passe pas grand-chose. J'ai vu visiblement qu'il y a des entreprises carrément panafricaines. Ah oui, non, mais c'est-à-dire qu'en fait, on souffre de méconnaissance, vraiment. Souvent, quand on parle d'économie, on nous prend plutôt des exemples de ceux qui ont échoué, de ce qui se passe, qui n'est pas très positif. Il y a beaucoup d'entreprises qui réussissent. De plus en plus, il y a des jeunes entrepreneurs guadeloupéens, martiniquais, qui vont s'installer en Afrique et qui font la démarche, qui font le lien, qui font la connexion, parce que c'est un marché extraordinaire. C'est-à-dire que quand on va là-bas et qu'on se rend compte de tout ce qu'on peut faire en connexion avec l'Afrique, c'est impressionnant. Donc, vraiment, c'est encore la méconnaissance. Notre marché, il est ce qu'il est, il est petit, mais imaginez une connexion avec la terre-mère Afrique, ça peut donner beaucoup de choses. Donc, et c'est un mouvement, c'est quelque chose qui est en marche. Mais il y a encore une peur. Il y a encore cette peur de franchir le pas, la distance. Mais pas pour tous. Mais c'est surtout la réalité du fait que pour y aller, on doit quand même faire des kilomètres inutiles. On est à 4 heures du Sénégal, je rappelle, 4 heures de Dakar. Mais il faut transiter par l'Europe avant. Maintenant, il faut faire 8 heures en Europe, plus 5-6 heures pour aller. Alors, c'est déjà un frein. Franchement, déjà, c'est un frein
en distance, mais aussi économique, puisqu'il faut payer 2 billets au lieu d'en payer un seul. Donc, en fait, c'est en marche. Il y a des projets pour qu'on soit beaucoup plus... Il y a des vols directs déjà de la Martinique, nous on n'en a pas encore, mais c'est vrai que je crois La que la Martinique, Martinique... ils sont en train d'y plancher, mais il y a des vols déjà directs d'îles de la Caraïbe, d'autres îles de la Caraïbe, donc qui vont directement. Kingston, la Barbade est en train, je crois, qu'a commencé les vols. Une fois que cette première étape sera franchie, je pense que ça va être exponentiel. Vraiment. Ah ben, je pense que beaucoup n'attendent que ça, ne serait-ce que pour faire du business, mais ne serait-ce que pour découvrir. Et on sait que quand certains mettront les pieds là-bas, il y en a qui ne reviendront pas. Il y en a qui ne reviendront pas, ou il y en a beaucoup qui prendront conscience, effectivement, de ce qu'est la réalité africaine, puisqu'on a toujours vu l'Afrique par le prisme européen, donc un prisme qui dévalue beaucoup les ressources qui sont présentes dans ce pays. Et je pense qu'on pourrait être surpris. Enfin, j'ai des échos de plus en plus, puisque de plus en plus de jeunes s'installent et nous rapportent effectivement les possibilités extraordinaires qui s'offrent à eux, en fait, et tous les jours, puisqu'on a quand même un marché qui est jeune, donc on a, je crois, plus d'1 milliard d'habitants à 60% dynamique, 60% jeunes. Moins de 20... Oui, non, mais c'est clair que c'est impressionnant. Donc l'avenir, techniquement, on sait que l'avenir est en Afrique. C'est pour ça que les puissances européennes, russes, ne dorment d'un peu pas. partout, voilà. Ils vont aussi. Ils sont dans une guerre sans merci, en fait, pour savoir qui, effectivement, pourra travailler conjointement avec l'Afrique. On a eu quand même de gros signaux qui ont été envoyés par des pays comme le Mali ou encore le Burkina Faso. Visiblement, on a des petits Sankara, justement, qui commencent à émerger. Est-ce que vous pensez que ça tiendra ? Ou bien que ça risque d'échouer, comme beaucoup de tentatives antérieures? Alors là, je pense que ça tiendra, parce que ce sont des jeunes qui sont au pouvoir, et ils ont eu la bonne idée de s'unir. Donc, ils ne sont pas tout seuls dans leur coin à subir des attaques par derrière et tout ça. Ils sont unis, ils ont créé un front commun pour pouvoir résister. Ils ont même quitté la CEDEAO. Ils ont quitté récemment la CEDEAO. Donc là, on se demande... Là, ils sont vraiment... Ils partent sur de bonnes bases. Et des bases intéressantes. Nous, on regarde, on apprend d'eux, parce qu'il faut du courage pour faire ça. Bien sûr. Parce qu'ils sont à la merci des premiers barbouzes qui peuvent les tuer. Donc, il faut du courage. Mais c'est bien, parce que l'union fait la force, et ils sont allés ensemble. Et ça, c'est à retenir. Le panafricanisme, d'ailleurs, prône l'union des États d'Afrique. On est en train de vivre peut-être une conversion justement réelle de ce qu'est censé être le panafricanisme. On passe peut-être de la théorie à la pratique. À la pratique, et je pense que ça fera des émules, parce que si l'Afrique était une première puissance mondiale, je pense qu'il y a beaucoup de Guadeloupéens qui se prôneraient africains, qui se diraient africains. Oui, voilà. Donc, si ça marche, je pense que ça marchera. Il y aura d'autres pays qui vont rejoindre cette alliance. Et petit à petit, vous verrez que l'Union africaine reprendra son vrai sens. Petit à petit, on sait que, on ne va pas dire que la France est dans de grosses tractations pour essayer de ne pas tout perdre sur le sol africain. Mais là, on a l'exemple, par exemple, de Macky Sall. Macky Sall qui vient tout juste de reporter donc les élections présidentielles. Avec beaucoup de remous et beaucoup de... Beaucoup de remous, forcément. On parle de République, n'est-ce pas, République soutenue par la France, donc Macky Sall qui est largement soutenu par le gouvernement français, mais qui donc reporte des élections et coupe le réseau Internet de son pays pour tuer effectivement toute contestation. Bon, on repassera pour la démocratie, mais après, ça ne pourra pas durer toujours. Alors, on a effectivement ce front commun, donc ce panafricanisme qui est en train vraiment de prendre corps en Afrique. Et ici en Guadeloupe, on va donc parler de tout cela. Il y a une série d'invités qui vont passer par chez nous pour justement animer toute une série de conférences. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques dates clés ? Alors, avec la première conférence qui va démarrer le mercredi 7 février, donc à la médiathèque du Lamentin, avec Hamzat Boukari Yabara. Alors, c'est un historien spécialiste du panafricanisme. Il est spécialisé là-dedans. Il a écrit un bouquin, Africa Unite. Et ça vaut le détour parce qu'il connaît son sujet, il le maîtrise. Et en plus, il y a toujours la série de questions-réponses à la fin des conférences.
Donc il y a 2 conférences le 7 février à la médiathèque du Lamentin. En passant, je remercie la médiathèque du Lamentin de son soutien. Et la deuxième conférence, ce sera au local Luc Hubert Séjour, donc après le local d'Akio, où il va parler du panafricanisme aujourd'hui. Signification, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que c'est. Et donc, ce sont 2 conférences clés pour ceux qui ont envie de tout savoir, de tout connaître et de comprendre enfin ce qu'est le panafricanisme. Avec donc Hamzat Boukari Yabara. Merci. Donc ça, c'est vraiment notre premier invité, le premier invité du mois de l'Afrique. Et pour continuer donc à parler du panafricanisme, on a encore d'autres invités, donc Juliette Smeralda. Alors sa conférence est très particulière parce qu'elle va parler pourquoi est-ce qu'un Guadeloupéen s'intéresserait au panafricanisme. Qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que ça nous parle? Et en quoi ça nous concerne? Donc c'est vraiment toujours des conférences très ciblées sur nous. Et elle sera là pour en parler le 18 février. Donc une date à ne pas manquer, le 18 samedi 17, elle fait une séance de signature de livres. Le 18, elle fait un Didiko Handbook, c'est-à-dire pour les gens qui ont envie de la rencontrer en intimité. Il y a des places limitées, elle. Et le 19, elle fait sa conférence à Rimini-Souta sur qu'est-ce que le panafricanisme pour nous, Guadeloupéens. Voilà. Et toujours sur le panafricanisme, on a aussi Amama Zama qui va nous parler, elle, de la vision diopienne du panafricanisme. Comment Cheikh Anta Diop concevait le panafricanisme, qu'est-ce qu'il en a dit, qu'est-ce qu'il en a pensé, qu'est-ce qu'il a fait. C'est vraiment quelque chose de super intéressant. Donc elle est issue de l'école diopienne. Parce que oui. Enfin, Cheikh Anta Diop, oui. Ce n'est pas le fondateur, mais c'est... Non, c'est pas le fondateur, mais il a quand même, c'est un mouvement qu'il connaît et qu'il aime, qu'il aimait. Quoi. Enfin, mais ce n'est pas un fondateur du panafricanisme. On peut même dire que c'est un peu lui qui l'a démocratisé, finalement. Qui a permis de... En fait, de mieux connaître effectivement le panafricanisme et puis de mettre en action, parce que c'était quand même concret chez Anta Diop, sur ses actions, sur sa science extraordinaire. Donc elle va nous parler de la vision diopienne, et je pense que ce sera aussi une conférence très très intéressante à ne pas rater, à ne pas manquer. Voilà, donc en gros, je pense que sur le panafricanisme, on a ces conférenciers. Et pour le panafricanisme économique, on aura Henri Joseph. Ah oui, Henri Joseph qui va venir, qui fera une conférence très intéressante, parce que alors c'est vrai que nous, on nous reproche beaucoup, Racine, d'être africain, de ne pas être Guadeloupe, c'est faux. Hein. Nous, on est parti vraiment de la base. Pour nous, Éthiopie, Égypte, c'est 2 références culturelles incontournables pour nous en tant que Noirs. D'accord ? Quel que soit l'endroit où on est, l'Éthiopie et l'Égypte, c'est vraiment nos références de base. Une fois qu'on a nos références de base et qu'on les connaît, parce qu'on a beaucoup parlé de l'Égypte dans nos éditions antérieures, eh ben on se rapproche de ce que nous sommes. Henri Joseph va parler au niveau Guadeloupe, comment est-ce que les pistes qu'il propose pour développer la Guadeloupe, en se basant sur notre territoire, sur nos richesses, comment est-ce qu'on peut développer la Guadeloupe, nous, en tant que Guadeloupéens. Donc, ce sera super intéressant. On sait que cet homme a une vision. Très clairement. Il a une vision et c'est de cette vision qu'il veut parler. Il veut parler de cette vision, il veut parler de ce qu'il a, toutes ces années où il a travaillé, ce qu'il a accumulé, il veut transmettre et permettre à ceux qui sont intéressés de rentrer vraiment dans un schéma de développement de la Guadeloupe avec nos richesses sur le sol guadeloupéen. Donc ce sera vraiment une conférence très intéressante le 17. Alors pour les dates, je peux les dire, vous n'allez pas les retenir, mais il y a un programme, vous allez vous y référer. C'est le 17 février pour Henri Joseph à Aqua Village de Goyave. Un endroit très très beau avec des rivières. Donc vraiment le cadre est apaisant et s'y prête. Alors Henri Joseph qui parle effectivement de ce qu'il est possible de faire en local, mais on n'oublie pas que ce qui sera fait en local pourra être décuplé en Afrique, puisqu'effectivement, si nous n'avons pas de foncier disponible ici, il y a des millions d'hectares disponibles effectivement là-bas, et qui ne demandent qu'à être D'ailleurs, cultivés. je connais personnellement des Guadeloupéens qui ont déjà acheté là-bas des terres et qui ont commencé déjà à planter, à récolter, à commencer à faire leur business. Donc ce serait intéressant d'échanger avec eux. C'est ultra intéressant, puisque vous parlez de Guadeloupéens qui investissent. En tout cas, les groupements de bananes, eux, ont déjà acheté des dizaines de milliers d'hectares, justement, malheureusement, avec leur déconne, mais bon.
c'est une autre parenthèse que nous Tout le monde n'a pas un, mais certains, effectivement, auront des projets un peu plus agroécologiques, on va dire, entre guillemets. En tout cas, l'occasion est donnée à la population guadeloupéenne, justement, de prendre part donc à cette série de conférences qui est organisée par l'association Racine à l'occasion de cette 15e édition du mois de l'Afrique. On parlera panafricanisme, donc, un mouvement qui vise à unifier les Africains du continent et de la diaspora. Et on a une surprise, parce que Dr Umar Johnson sera là. Et là, c'est vraiment... parce qu'il n'est pas sur le... Enfin, il sera sur le programme, la dernière mouture, mais sur les moutures précédentes, il n'était pas parce qu'on n'avait pas encore la confirmation. Donc, il sera là. Et Dr Umar Johnson, lui, il va parler de l'unité nécessaire entre les États francophones d'Afrique et la Caraïbe francophone. La Caraïbe francophone, donc nous sommes 2 îles, Martinique, Guadeloupe. Et il pense qu'il y a quelque chose à jouer entre... Donc, mais le pont pourra se construire puisqu'on a la proximité de la langue, francophonie. Voilà, c'est ça. Il va parler du pont. Et après, on aura bien sûr les lignes directes qui vont s'établir. Donc lui, il va parler de l'intérêt de cette union, la nécessaire union entre les États. Donc nous, on est un peu privilégiés parce qu'on a des correspondants directs qui sont francophones. Et donc lui, il va venir parler de ça. Alors Umar Johnson, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est lui qui a le projet et qui est en train de travailler pour ouvrir aussi une école panafricaine à New York. Donc il a eu bien sûr il y a du travail à faire. Et c'est un conférencier hors pair qui sillonne un peu le monde entier. Il va et il sera en Guadeloupe pour la 2e fois à l'invitation du MIR et de Rastafari's Way. La Guadeloupe qui est un carrefour, hein. Il faut le signaler. On a un gros carrefour. Quand on vient ici, on vient dans le monde. Merci beaucoup en tout cas Marie-Josée Tirolienne, je le rappelle, présidente de l'association Racine, d'être venue sur ce plateau ce soir nous présenter donc le programme de ce 15e mois de l'Afrique. Les conférences commencent dès ce mercredi 7, oui. Oui, alors juste avant de partir, la chargée de com m'a dit de ne pas oublier de dire, parce qu'on a bien sûr des événements, mais on a aussi des événements festifs. Ces événements festifs, sur Kirol, vous pouvez prendre en pré-vente, il y a du théâtre, il y a le week-end retour au naturel, il y a l'élection de la reine de Saba, très important parce que c'est une élection pour nous redonner, pour qu'on se voit comme nous sommes magnifiques, belles, et c'est un prétexte pour apprendre aussi notre histoire. Donc, élection de la reine de Saba, mais tous ces événements sur Kiwol, vous pouvez déjà aller et ils sont en pré-vente, ainsi que le Didi Book de Juliette Esmeralda. Donc, il y a pas mal d'événements qui seront déjà là, et c'est un programme qui est équilibré, conférences, ateliers, festivités. Donc voilà, un programme complet. Je vous invite à prendre le programme. Merci encore. Chers téléspectateurs, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On se quitte pour une page de pub.